En partant pour Paris en 1778, Mesmer espère obtenir la reconnaissance qu'il n'a pu obtenir à Vienne. Mais ce n'est pas celle des médecins qu'il recherche, car la faculté de médecine de Paris est une place forte du conservatisme. Ce qu'il veut, c'est la reconnaissance des savants, puisque sa découverte est d'abord, croit-il, celle d'un physicien. Il souhaite rééditer le succès de Munich, mais à une échelle beaucoup plus vaste. Or, l'échec est immédiat et total. Le monde savant parisien est déjà alerté par Ingenhaus et ses correspondants. Si Mesmer n'est pas accueilli dès son arrivée par l'Académie des sciences et la Société royale de médecine, il obtient en revanche le soutien qui va s'avérer le plus décisif, celui des malades et bientôt du public. À son arrivée à Paris, la pratique de Mesmer rencontre un grand succès. Ambitieux, sa pratique individuelle se transforme rapidement en séance collective. Cet engouement a conduit les autorités médicales à demander une expertise. Le roi Louis XVI a donc chargé 2 commissions pour étudier et comprendre le phénomène du magnétisme animal. Les scientifiques nommés se sont livrés à de très rigoureuses expériences. Parmi ces expériences, il y a celle faite au jardin Franklin. Pour la réaliser, les scientifiques avaient besoin de personnes réceptives au prétendu pouvoir de Mesmer. Après les avoir facilement trouvées dans Paris, ils les ont emmenés dans ce jardin dont les arbres avaient été magnétisés par Mesmer en personne. En s'approchant des arbres et en les touchant, les sujets tombèrent instantanément en état de sommeil magnétique, provoquant des chutes suivies de convulsions. Mais voilà, ce que les scientifiques avaient caché au sujet, c'est qu'ils se trouvaient dans un parc lambda avec des arbres lambda. Les arbres n'avaient absolument pas été magnétisés ni par Mesmer, ni par qui que ce soit. Lors d'une autre expérience, les commissaires ont également constaté que des patients étaient pris de crise en se croyant à tort mesmérisés. Le rapport des scientifiques soumis au roi était sans équivoque. Il indiquait que les expériences qu'on vient de rapporter sont uniformes et décisives. Elles prouvent que l'imagination suffit pour produire les effets attribués au magnétisme. Elles autorisent à conclure que l'imagination est la véritable cause des effets du magnétisme animal. Ces expériences ont conduit les 2 commissions à contester la réalité physique du fluide, tout en reconnaissant la réalité des effets observés. Les commissaires, dont Jean-Sylvain Bailly, Antoine Laurent Lavoisier et Benjamin Franklin, signent ce premier rapport le 11 août 1784 à Paris. Dans ce rapport, Lavoisier rappelait que c'est sur les choses qu'on ne peut ni voir ni palper qu'il est important de se tenir en garde contre les écarts de l'imagination. 2 commissaires vont se démarquer des autres. Charles d'Eslan et Antoine Laurent de Jussieu. Ils se tiennent à l'écart des rapports des 2 commissions et proposent un contre-rapport. Charles d'Eslan, premier élève de Mesmer, s'interroge. Sur 111 malades, écrit-il, 53 sont radicalement guéris. 52 attestent avoir été infiniment soulagés et 6 déclarent n'avoir rien ressenti. Pour lui, aux yeux de tout homme crédule et incrédule, il ne restera qu'une question à résoudre. Quelle est la cause de ces effets ? Est-ce le magnétisme ? Ou faut-il ajouter au codex de la médecine les 3 nouveaux moyens qu'ont imaginés les commissaires ? L'imagination, l'imitation et le contact. En attendant que les savants s'accordent entre eux sur cette grande question, 111 malades avertissent tous ceux qui voudront les entendre qu'un nouveau bienfait est apporté aux hommes et qu'on obtient dans les salles de magnétisme la guérison des maladies qui ont résisté jusqu'à présent à l'art de la médecine. La cause leur est totalement indifférente. On peut lui donner le nom que l'on voudra, mais on ne persuadera jamais à aucun de ces malades qu'il se trompe lorsqu'il se croit guéri ou soulagé. Qui mieux qu'eux peut en juger ? De Jussieu admet le rôle de l'imagination dans la production des effets du magnétisme, mais se pose également des questions notamment sur l'influence physique de l'homme sur l'homme avec et sans contact. Lors de ses expériences, il va trouver des faits totalement dépendants de l'imagination, mais également des faits indépendants de l'imagination. Il va évoquer le concept de chaleur animale.
Pour lui, la théorie du magnétisme animal ne peut être admise tant qu'elle ne sera pas étayée de preuves solides. Il va toutefois conseiller la continuité de la pratique par les médecins pour en découvrir plus sur sa véritable action et son degré d'utilité, à la condition de publier leurs découvertes et observations. Avant de signer son rapport le 12 septembre 1784, il conseillera tout de même au roi d'interdire la pratique si cette condition n'est pas observée. Sur la base des rapports des commissaires nommés, la pratique sera interdite aux médecins parce qu'elle met l'accent sur les risques d'épidémie et les dangers pour les mœurs. À la suite de la publication des 2 rapports officiels, la faculté de médecine exigera que ses membres initiés au magnétisme signent un acte d'abjuration dans lequel ils s'engagent à ce qu'aucun docteur ne se déclare partisan du magnétisme animal, ni par ses écrits, ni par sa pratique. Cette année 1784, malgré l'interdiction, l'heure finale de l'hypnose n'avait pas sonné. Focalisés à chercher les causes qui produisaient les crises, les scientifiques avaient négligé une constatation fondamentale, l'imagination comme facteur de guérison. Ce que le rapport avait mis en évidence, c'est entre autres la fonction puissante qu'exerce l'imagination. Si c'était le début d'une explication rationnelle, elle était loin encore de rassembler tous les éléments. Une évolution terminologique et pratique constante fera passer de la crise mesmérique à l'hypnose telle que nous l'entendons aujourd'hui. L'interdiction ne suffira pas pour balayer d'un revers de main les effets observés et les oublier. Ils poseront bien des questions au monde savant et suscitera un intérêt grandissant.